Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette dernière séance de reboisement. Ton est de retour cette semaine. Il est notre coordonnateur de la langue française au sein du collectif Reboisement Canada. Il est là pour vous expliquer l'option d'interprétation dont vous disposons et il sera là pour traduire toutes les questions vers le français. Merci, je suis Amber et je serai votre animatrice aujourd'hui. Sarah Barker, chef de projet au sein du CRS, ça se trouve dans le mode de clavardage. Je vais noter que cette session sera enregistrée et nous publierons bientôt les liens sur les pages anglaises et françaises du Carrefour des connaissances. Cette série de webinaires est organisée par le collectif Reboisement Canada, une initiative financée par l'initiative 2 milliards d'arbres et lancée en décembre 2024. Le CRC a pour but de soutenir la mise en œuvre de projets de GA à travers le pays et nous le faisons en créant une plateforme permettant à la communauté canadienne de plantation d'arbres de se connecter, de collaborer et partager des connaissances. Cette série de webinaires est l'une de nos premières offres car de nombreux projets de GA sont mis en œuvre sur des sites post-incendies. Nous vous invitons à consulter notre site, nous contacter pour voir comment on peut vous aider votre organisation. Nous entendons aujourd'hui 3 intervenants et nous répondrons aux questions à la fin. Veuillez utiliser la boîte de questions-réponses pour saisir toutes les questions que vous souhaitez poser. Nous vous invitons à participer au clavardage. N'hésitez pas à vous présenter, à nous indiquer d'où vous appelez. L'équipe organisatrice et les intervenants se joignent aujourd'hui à cette session depuis les terres traditionnelles de Haudenosaunee, Mississauga, Anishinaabe, Algonquin, Huron-Wendat, Tsazi, Nation Cri de Mathias, Colum et les peuples parlant le Quagga, y compris les Premières Nations, sont et les Premières Nations Iskaman. Nous reconnaissons que le rôle essentiel que le feu a joué dans les traditions et les pratiques de nombreux peuples autochtones de ce que nous appelons aujourd'hui le Canada et nous espérons donner une tribune aux discussions qui font progresser l'intégration du rôle des communautés autochtones dans la restauration des paysages. Les approches et stratégies présentées aujourd'hui sont testées dans les contextes écologiques spécifiques. Nous ne pouvons pas préconiser que ces approches soient reproduites ailleurs dans le pays, mais nous offrons des options et perspectives. Une fois cette cérémonie terminée, nous compilerons les notes, les enseignements, les points à retenir. Nous avons la chance d'avoir avec nous Val Desiel, directrice des programmes de restauration dans Forêt Canada, comme modératrice. Elle est experte en gestion des prairies et des forêts, possède une vaste expérience des brûlages dirigés comme outil de restauration des paysages. Elle est chef de brûlage RXX200. Elle est également membre de la Société de restauration écologique. Merci d'être à nouveau avec nous. Merci beaucoup, Amber. Au cours des 2 dernières semaines, nous nous sommes concentrés sur le partage des recherches sur la dynamique des forêts après un incendie de forêt, suivi de quelques exemples d'approches différentes utilisées pour la restauration des forêts par la plantation d'arbres. Comme mentionné les semaines précédentes, il est nécessaire de poursuivre les recherches et les expérimentations pour bien comprendre les meilleures pratiques pour ce type de restauration au Canada. L'apprentissage par les pairs et la collaboration sont donc essentiels pour mener à bien ce travail important. Les intervenants d'aujourd'hui aborderont certains aspects importants de la plantation d'arbres après un incendie qui n'ont pas encore été abordés. La plantation pour les futurs habitats de la faune, la collaboration avec les communautés autochtones et la direction d'un programme provincial de plantation après une série d'années d'incendies extrêmes. Je tiens à remercier nos intervenants d'avoir offert de leur temps pendant cette session afin qu'on comprenne mieux ces sujets. Alors, que nous arrivons au dernier volet de la série. Tout d'abord, nous avons Monica Netherand se joint aujourd'hui en tant que forestière professionnelle agréée avec une expérience dans la gestion des feux de forêt et des combustibles à l'échelle de la planification stratégique et locale. Elle est co-responsable technique du projet Préserver nos terres pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest qui vise à reboiser les zones récemment brûlées dans les des territoires du Nord-Ouest. Bienvenue, Monica.
Merci, beaucoup. Je vais commencer en partageant mon écran. Merci tout le monde, d'être avec nous. Comme Val a mentionné, je suis, Monica Netherland. Je suis forestière agréée à BA Blackwell and Associates à Vancouver et je vais vous présenter aujourd'hui sur le reboisement après un incendie de forêt, la préparation pour le futur. C'est le gouvernement des territoires du Nord-Ouest qui le dirige. Je vais parler des buts, des objectifs, du raisonnement derrière le projet et des travaux complétés jusqu'à maintenant. Alors, on va commencer avec un peu de contexte sur l'emplacement du projet. La région générale, c'est à l'ouest de Yellowknife, près de la communauté Tlicho de Betchko. Donc, c'est à l'ouest de Great Slave Lake. C'est dans les limites de l'accord sur les terres de Tlicho, les ententes d'autodétermination, d'autonomie gouvernementale. C'est ce qui gouverne notre travail et non pas les territoires du Nord-Ouest. Les unités de traitement se trouvent dans les périmètres de deux feux de forêt majeurs récents. Donc en 2022, qui a brûlé à l'ouest de Chico, donc c'est un périmètre plus petit à gauche de la carte. Et le feu de forêt de 2023 qui a brûlé donc de Chico à Yellowknife. C'est un grand périmètre qui se trouve au centre de la carte. Et enfin, une note que ce projet est financé par les Ressources naturelles Canada, donc le programme de 2 milliards d'arbres, et Arbor Canada. C'est une autre compagnie, Let's Plant Trees. Donc, Blankwell, ce n'est pas donc le gestion de projet, mais contributeur. En ce qui concerne l'objectif de ce projet, c'est comme le thème, reboiser les zones brûlées par des incendies de forêt qui ne se régénèrent pas naturellement. Donc, je parlerai davantage de cela dans un instant, mais les objectifs pour ce but sont de maintenir la structure et la composition historique de l'écosystème dans la région et accélérer le développement de l'habitat d'alimentation hivernale de caribous de la toundra. Ensuite, on peut parler de pourquoi replanter. Quelle est la raison? Quels sont les motifs derrière le projet? La réponse a trait au changement des régimes d'incendie de forêt dans le nord. Historiquement, de vastes zones brûlaient régulièrement de la forêt boréale. C'est parce qu'il y a différentes caractéristiques au niveau de l'écosystème qui les prédisposent à, résister à ces feux. Par exemple, il y a de la végétation inflammable, climat sec et semi-aride et des activités importantes de foudre. Ce sont des facteurs qui contribuent à cela. Parallèlement, on a vu que les forêts boréales sont résistantes à cela, même si il y a ce régime assez sévère, on a de la végétation qui est bien adaptée à cela jusqu'à maintenant en tout cas. Voici quelques exemples, les cônes sérotineux, qui relâche déjà après un feu, structures rhizomatiques souterraines qui vont se régénérer après des perturbations et aussi lits de semences persistants où les graines peuvent être viables et terrées pendant des longues périodes. Néanmoins, il y a eu des changements à la résilience de la végétation et aussi au régime d'incendie de forêt dans le nord qui ont été observés ces dernières années. En ce qui concerne le changement des régimes d'incendie de forêt, on voit que, comme d'ailleurs au Canada, la fréquence et les zones sont à la hausse en ce qui concerne le brûlage. Les territoires du Nord-Ouest ont eu 2 saisons qui ont battu tous les records en ce qui concerne la zone brûlée. Cela comprend 2014, où 3,5 millions d'hectares ont brûlé, 2023, où il y avait 4,1 millions de hectares ont brûlé. Comme on a des régimes qui changent, il y a également des changements à la végétation qui va repousser après l'incendie. Et par exemple, on peut voir euh, les espèces qui changent. Par exemple, on passe d'un conifère à un autre où
ou différents types. Un autre exemple de végétation, de changement de végétation, c'est la perte de forêt qui a eu lieu dans certaines zones où la végétation repousse, mais les arbres ne sont plus espèces dominantes. Particulièrement dans notre région, nous avons eu un succès de Jack Pine, alors que c'était dominé par d'autres essences. Et ailleurs, la régénération est retardée ou n'a pas encore lieu, même plusieurs saisons après un incendie. Et enfin, il faut noter que le changement de végétation qu'on constate a eu des impacts également sur la qualité et la quantité du caribou de la toundra qui est dans son habitat. C'est important de le noter parce que c'est une préoccupation majeure pour les membres de la communauté. Alors, avec tout ce contexte, voici les travaux que nous avons menés jusqu'à maintenant. Cela implique la consultation communautaire, des évaluations de sites et la collecte de cônes et de graines. De 2022 à l'automne et l'hiver de 2024-2025. À l'été 2025, on va commencer la plantation de 1 730 000 arbres à l'été de 2025. Et ça va être suivi par un autre million d'arbres au printemps de 2026. Dans les prochaines diapos, nous allons examiner les différents projets, des phases de, de ce projet. Alors, les évaluations de sites par Blackwell, nous avons fait des observations sur le terrain. Nous concentrons sur différents sujets, euh, notamment la distribution et la densité des arbres, espèces d'arbres et microsites, la composition, la sévérité ou la gravité des brûleurs globalement, le couvert herbacé arbustif. Nous avons comparé ce qui est régénéré et aussi nous avons comparé les types de sols avec l'imagerie satellitaire. Ça nous a permis de créer délimiter ces régions dans ces grandes unités d'arbres. Et ensuite, on a pris toute cette information et nous l'utilisons pour créer des planifications de prescription, documents techniques contenant des conseils pour les planteurs d'arbres. La phase suivante, c'était la collecte. Il s'agit d'un élément unique du projet nécessaire pour différentes raisons. Tout d'abord, c'était important à Klitschko d'avoir les semences de leur terre plantées pour ce projet. Un autre facteur était qu'il n'y avait pas vraiment de production qui était adaptée à ce site. Donc, on s'est assez loin au nord, dans une région éloignés. Il y avait des échos qui ont donc fait la collecte d'épicéas blancs, épicéas noirs, mais les larcins tremblent et bouleaux à papier. Donc, on a utilisé les installations dans le nord de l'Arbeta de PRT Growing Services pour l'extraction des graines, nettoyage des essais, stockage et production de semences. Vous voyez les membres de l'équipe avec une palette d'épicéas noirs, des cônes en fait, et le traitement sur le terrain. Et ensuite, quelques notes à propos des opérations de plantation d'arbres. C'est donc géré par Spectrum Resources. J'aimerais pas trop vanter des connaissances, mais leur euh, projet est de mobiliser fin juin à partir de Prince George, jour de route jusqu'à Betchko. Ils ont prévu 20 jours avec 2 équipes, 100 000 arbres par jour. Donc, ça devrait inclure 60 personnes au total. Donc, il y aurait des stagiaires de Klitschko. L'emploi local est au centre des préoccupations pour ce projet. Et en ce qui concerne le côté logistique pour ces sites éloignés, c'est en grande partie accessible seulement par hélicoptère. On prévoit construire des plateformes
Vous les voyez sur le diagramme, et aussi des sentiers de randonnée sécuritaires qui vont relier le tout, donc les lignes rouges. L'idée, c'est que les arbres seront transportés par hélicoptère jusqu'à ces points d'atterrissage. Les planteurs vont revenir en utilisant les chemins d'accès. L'idée, c'est de minimiser toute chance d'être désorienté. Et enfin, surveiller une autre partie importante du projet, ça c'est la surveillance. On prévoit avoir des vérifications de la survie et santé des arbres, et aussi on va faire de la gestion adaptative, et idéalement, ça serait une autre possibilité d'emploi local. Merci beaucoup. Merci Monica. Moi, c'est vraiment génial, cette approche collaborative. C'est tout à fait étonnant. Maintenant, nous allons inviter Floyd North à se joindre à nous. Il est membre de la nation Cree Matthias Colomb et agent de liaison communautaire pour la société commandite Nekote et Canadian Craft Paper Partnership. Il travaille avec de nombreuses communautés des Premières Nations dans le nord du Manitoba pour lancer et faciliter des projets, notamment la plantation d'arbres après un incendie de forêt. Bienvenue, Floyd. Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous donner un petit peu de contexte. Je me joins à vous dans cette rencontre à partir des territoires traditionnels de Mathias Colomb. Je suis dans le sous-territoire des Nuchapa et je travaille pour un partenariat entre cette Première Nation et Canadian Craft Paper. Notre partenariat a la plus grande zone soumise à un permis pour la gestion des forêts. Nous avons donc une responsabilité dans une des régions où on a cette grande menace pour le secteur, à savoir les feux de forêt. Toute notre gestion et nos efforts en planification cherchent à visent à atténuer ces effets des feux de forêt qui détruisent des vastes régions. Dans nos planifications, on se concentre sur la récolte, mais récemment, nous nous sommes joints au programme de 2 milliards d'arbres et nous travaillons avec cette entreprise Blue Green Project. Et nous avons un projet de plantation. Nous avons déjà eu un projet il y a quelques années. L'an dernier, nous sommes retournés dans la région pour voir comment les arbres plantés s'adaptaient à l'environnement et à la terre. Et c'était assez remarquable ce que nous avons pu observer. La santé des arbres. Et lorsqu'on regarde l'espacement, puisque nous avons ça à gérer, nous coupons les arbres et ensuite on les replante l'an suivant ou au plus tard, 2 ans plus tard. Parfois, quand on voit un feu de forêt, ce qui repousse par la suite, moi je travaille en foresterie depuis 2013 et on peut voir beaucoup lorsqu'on travaille pour ces grandes entreprises et les communautés. La région où nous avons planté était vaste. Ça brûlait, c'était vraiment incroyable de voir à quel point cet incendie était dévastateur. On a pu replanter dans la région. Ça, c'est vraiment un grand exploit pour quiconque souhaite planter. Je pense qu'on pourrait planter 2 milliards d'arbres dans cette zone seulement. Si on voit ce qui se passe dans la forêt lorsqu'elle brûle, on commence à planter dans ces zones. Après,
un incendie de forêt. On doit faire de nouveaux projets dans notre partenariat pour mobiliser la population de chaque communauté pour qu'ils viennent planter. On n'a jamais eu à faire cela. C'est la corporation qui s'occupait de toute la plantation et qui payait également la craft paper. Mais dernièrement, la communauté a participé par le partenariat Nécoté. Et maintenant, il y a des projets avec les bonnes personnes pour que tous ces arbres, tout d'abord, on fait la collecte de cônes. Quelqu'un doit planter ces cônes et avoir des semences. C'est énorme comme effort de la part de tous et chacun de transporter tout cela dans cette zone, tout l'effort qui est déployé pour coordonner tous ces projets. Je pense qu'il y a 70 ou 80 planteurs qui travaillent sur le projet. Il y a beaucoup de planification qui se fait. Cette année, on continue à travailler avec le Blue Green Project. On va continuer à planter dans cette zone par où est passé l'incendie de forêt. Cette année, on dirait qu'il y a davantage de membres des 7 communautés qui participeront. Donc, il y aura beaucoup d'emplois, beaucoup de débouchés pour les 7 communautés et d'autres communautés qui sont mobilisées. Et il y a eu pas mal de discussions ces 2 dernières semaines à propos du recrutement de planteurs d'arbres de chacune des communautés. Toutes les communautés ont répondu et prévoient maintenant voir qui ils pourraient envoyer de la communauté pour être planteur d'arbres cet été. Alors voilà quelques éléments que je constate du partenariat, mais j'ai également un autre point de vue parce que je vis dans le bois et j'utilise la forêt tous les jours. Notre communauté est pro-développement et parmi les choses qu'on fait en ce moment, eh bien, nous prévoyons une récolte au nord de notre communauté parce que la forêt est ancienne et lorsqu'on s'y rend, on commence à constater un déclin. Et il y a du combustible qui s'accumule dans les souterrains, aussi les coups de foudre qui déclenchent des feux de forêt. On a eu de la chance, en 2004, on a eu un incendie qui est arrivé au bord de la communauté. Et nous avons eu de la chance dans cette communauté parce que on a une base de pompiers. Alors tout le personnel technique spécialisé est là. Ils ont pu empêcher l'incendie de brûler nos maisons. Mais si on regarde cela, dans notre communauté, on s'est dit, eh bien, ces arbres vont à un moment donné brûler. Si on regarde le côté nord de notre communauté, la moitié de notre communauté est un petit peu comme les arbres qui pourraient brûler et faire brûler nos maisons. Alors, on prévoit faire de la récolte. On va donc couper les arbres dans cette région. Euh, on est vraiment, on a des scieries et on est une communauté pro-développement et on veut se protéger en aval et peut-être en faire de l'économie. D'autre part, il y a beaucoup de ce que les gens ne voient pas, c'est la dévastation des animaux.
lorsqu'il y a des feux de forêt en été, parce que si on se promène, vous pouvez voir, des orignaux, des caribous, ce sont seulement des femelles parce qu'ils ont leurs petits, ils vont pas y être aussi, tôt que les mâles. Donc, pour certains, un incendie, c'est du renouvellement, mais pour des membres des communautés, régies par des traités, pour nous, c'est dévastateur. On ne peut pas remplacer ces animaux. Alors il y a un vide dans ces régions. Avant que la nature commence à faire repousser les plantes, et tout ce qui attire, les animaux, pour qu'ils reviennent dans la région. Nous faisons notre possible pour atténuer ces effets, pour qu'il n'y ait pas, plus de ces incendies, dévastateurs. Récemment, c'était assez incroyable. On a eu vraiment d'énormes, forêts qui brûlaient en Manitoba, du nord du Manitoba. On a eu des, feux précoces, même en début mai, ce qui est du jamais vu. Je pense, qu'il faudrait avoir un programme de 10 milliards d'arbres pour pouvoir replanter et reboiser toutes ces régions qui vont brûler. Vu les températures et comment la nature elle change. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de feux, beaucoup d'incendies. Bon, je pense que je m'arrête là pour l'instant. Merci, Floyd, c'est super, d'avoir de vos nouvelles à propos de vos expériences et vos, liens avec la terre. Enfin, nous avons Mélanie Aplette. Mélanie a commencé sa carrière dans la foresterie en tant que planteuse d'arbres à l'âge de 18 ans. Depuis lors, elle a occupé divers postes dans le domaine de la foresterie et de la biologie de la faune. Elle est titulaire d'une licence, enfin d'un bac en conservation des ressources naturelles de l'UBC, l'Université de British Columbia, et d'une maîtrise en conservation des forêts de l'Université de Toronto. Elle est à la fois forestière et biologiste professionnelle agréée. Elle est responsable des investissements forestiers pour le programme d'investissement forestier du ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, en mettant l'accent sur la gestion des forêts pour accroître la séquestration du carbone et réduire les émissions. Elle dirige une équipe dans toute la province qui se concentre sur les relations avec les Autochtones, la documentation, le développement des politiques et des programmes, la gestion des nutriments forestiers, les semences et les semis, la licence innovante de vente de bois de la Colombie-Britannique et l'accord de 2 milliards d'arbres de la Colombie-Britannique. Bienvenue, Mélanie. Merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que je partage? Donc, je me trouve sur les territoires non cédés des Squamish et Saguenay comme Première Nation. Je vais vous parler du programme d'investissement de la Colombie-Britannique et le partenariat avec l'initiative de GA sur le reboisement après incendies de forêt. Euh, j'ai eu récemment des ateliers sur ces sujets avec nos partenaires dans la province. Je vais vous voir ce que je peux vous dire en 12 minutes. Je vais donner un petit peu de contexte sur le programme d'investissement, les objectifs de reboisement, la planification, survol de la planification, les évaluations de miscibilité, le succès et les possibilités futures et les exigences de permis pour les projets qui sont financés à l'externe. Alors, les buts de ce programme sont de faire avancer les partenariats avec les Premières Nations, établir des forêts plus saines et résilientes, augmenter les contributions pour atténuer les effets du changement climatique et offrir plus d'imputabilité auprès du public et des partenaires au programme. Le programme est financé par le gouvernement de la Colombie-Britannique
et des investissements de 100 millions de dollars par année. Nous plantons de 40 à 50 millions d'arbres par année. Ceux-ci sont des arbres qui sont hors obligation légale. Nous supervisons également l'accord de 2 milliards d'arbres de la Colombie-Britannique. Nous faisons la gestion de l'approvisionnement en semences pour le programme. Nous appliquons des nutriments forestiers sur 20 à 40 000 hectares par année et nous avons un objectif de service de réduire ou de séquestrer de 2 millions de tonnes de CO2 par année. Nous faisons également un contrôle et une surveillance des résultats pour nous assurer d'atteindre nos objectifs et de faire les changements nécessaires. Lorsque Évidemment, nous ne pouvons pas faire cela sans l'aide de tous nos partenaires à travers la province. Alors, merci à tous ceux et celles avec qui nous travaillons. En ce qui a trait aux objectifs de reboisement après incendie, je vais me concentrer ici sur le travail que l'on fait en partenariat avec le programme de 2 milliards d'arbres. Nous reboisons pour obtenir des avantages multiples, incluant l'atténuation des effets des changements climatiques, la restauration, augmenter les emplois, améliorer les écosystèmes, augmenter la stabilité des sols, et ceci n'est que pour en nommer quelques-uns. L'objectif et de restocker les secteurs qui ne vont pas se régénérer naturellement et de créer des forêts futures plus résilientes en faisant la sélection de semences et d'arbres plantés qui seront résilients. Lorsqu'on ne peut pas sauver les forêts, notre méthode de choix est la sous-plantation. Contrairement à ce qui est fait traditionnellement, qui est de couper et de planter. Nous préférons de sous-planter car cela a plus d'avantages. Il y a des avantages hydrologiques également, car les arbres morts qui tiennent toujours aident à maintenir les sols. C'est également moins coûteux et donne une diversité structurelle qui avantage la faune, et on peut le faire de façon très sécuritaire. Notre objectif, de façon générale, est de trouver le bon arbre et le planter au bon endroit. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, en Colombie-Britannique, 95 des forêts sont sur des terres publiques, très peu sur des terres privées. Cette diapositive vous montre le nombre d'hectares brûlés lors des dernières années d'incendies de forêt importants. En prenant ces années combinées, il y a eu environ 6 millions d'hectares total brûlés et de ceux-ci, 330 000 sont sur des secteurs avec des obligations légales. Donc, si on compare ça aux 6 millions, ceci est très peu. Ce sont Donc, des secteurs qui peuvent être importants dans ces périmètres qui n'ont pas été brûlés ou qui ont été très peu brûlés, et en bout de ligne, seulement une très petite fraction de ces secteurs vont demander une reforestation. Mais on doit identifier les secteurs qui sont de plus haute priorité pour replanter en se basant sur différents facteurs. Donc, on doit commencer le plus rapidement possible dès l'hiver suivant les incendies. L'objectif est de concentrer nos efforts et de planifier nos évaluations, ce qui nous permet de travailler avec de la plus grande collaboration, ce qui nous permet d'établir nos priorités. Depuis 2017, les incendies de forêt sont trop importants et trop nombreux pour être évalués à l'aide des méthodes traditionnelles. Nous avons maintenant besoin d'une approche utilisant des données SIJ pour évaluer les zones viables avant de mettre les pieds sur le terrain, de façon à ce que l'on puisse se concentrer sur ce qui donnera les résultats les plus positifs. Les données SIJ utilisées
comprennent la cartographie de l'intensité des feux de forêt, l'imagerie après les feux de forêt, les données d'inventaire, le terrain, les informations sur le potentiel de régénération naturelle et les informations relatives aux valeurs d'intendance des forêts et les critères de financement, de façon à ce que l'on puisse don choisir les secteurs prioritaires. Et ceci nous aide à éliminer certains secteurs et ce qui nous aide à pouvoir nous concentrer sur l'évaluation que l'on a fait. Comme j'ai dit, la majorité des zones ne seront pas évaluées pour le reboisement. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas été brûlés, parce que le terrain est trop difficile, trop rocheux ou des zones également qui vont probablement se régénérer naturellement. La carte que vous voyez ici nous indique le niveau de sévérité d'une certaine région de la Colombie-Britannique. Le rouge plus foncé sont les zones les plus sévères et vous pouvez donc voir que seulement 15% ont eu des feux de haute sévérité et donc, en utilisant ces données, avec les données que j'ai mentionnées plus tôt, on peut donc établir un ordre de priorité des différentes zones pour voir quelles seraient les zones qui bénéficieront davantage de la reforestation. Donc, si on se base sur cette planification en collaboration, certaines zones sont priorisées et ces évaluations incluent de faire des analyses sur le terrain pour voir que la reforestation sera viable. Nous faisons des évaluations d'éligibilité parce que ce que l'on essaie de faire, de nous assurer quelles sont les zones qui vont bénéficier le plus de la plantation d'arbres. Durant la première année, nous nous sommes concentrés sur les zones qui ont fait face aux incendies les plus sévères, qui ont répondu à leurs obligations de régénération. C'était notre première priorité au début parce que nous savons que ce sont des sites productifs, des sites qui sont accessibles et qui ont peu de chances de se régénérer naturellement. Nous savons également qu'il y a très peu de chances de continuer la coupe. Ensuite, nous sommes passés aux forêts plus anciennes. Si ce sont des zones qui ont de bonnes chances de régénérer naturellement, nous attendons. L'analyse de viabilité doit se concentrer sur la qualité de la régénération naturelle et la possibilité de rétablir la forêt. La plantation ou la semence se fait selon des espèces bien sélectionnées. Environ 25% des zones analysées seront replantées et environ 5% de tout le secteur sera replanté et donc seulement un quart des zones en jaune sur la carte, ce qui représente seulement 5% de toute la zone qui a besoin d'être replantée et je comprends que cet incendie d'Elephant Hill, presque toutes les zones éligibles ont déjà été replantées. Donc les réussites et opportunités futures, nous avons pu faire une replanter de façon efficace avec l'aide de tous nos partenaires lors de ces incendies de très haute échelle. Nous travaillons en collaboration avec les Premières Nations et le public pour cibler les efforts sur les domaines prioritaires. Nous avons pu améliorer la biodiversité et l'adaptation au climat des zones plantées. Nous faisons un suivi pour améliorer la réussite et la connaissance des résultats de la plantation après l'incendie de forêt. Nous avons pu maintenir une chaîne d'approvisionnement stable en atteignant nos objectifs de reforestation.
Nous avons pu également intégrer les processus de planification collaborative existants dans toute notre planification. Et nous analysons maintenant les possibilités d'incorporer un plus grand nombre d'espèces autochtones non arborescentes dans les programmes de plantation, comme les plantes médicinales, de façon à pouvoir atteindre des bénéfices multiples. J'ai ajouté ce diapo pour, tous les projets de financement externe civil, pour ceux et celles qui sont intéressés à initier ce type de projet parce qu'ils sont financés à l'externe et non pas à travers notre programme. Il y a des autorisations nécessaires et je voulais simplement souligner cela. Vous avez, tout ce tableau sur les processus d'autorisation, mais pour souligner certains aspects, il est important d'avoir un permis d'utilisation spécial avant de faire une application au programme de 2 milliards d'arbres. Ceci évite le doublage ou, les priorités conflictuelles et ceci assure également le succès des projets et ça améliore, la viabilité si les projets sont approuvés par le gouvernement fédéral et provincial. Il est donc absolument nécessaire d'avoir un permis d'utilisation spécial, nécessaire pour occuper le terrain, également des autorisations selon l'article 52 sur les pratiques de forêt pour planter les arbres. Il est important que les différents districts soient en accord dès le départ. Pour toutes ces autorisations, évidemment, la consultation des Premières Nations est requise avant la finalisation du permis. Mais vous pouvez toujours nous contacter pour, voir si on peut vous aider. Il y a d'autres façons de pouvoir travailler avec nous directement, de façon à ce que vous n'ayez pas à passer à travers le processus d'autorisation, pour que vous soyez au courant. Et puis finalement, vous avez ici un code QR si vous voulez aller chercher davantage d'informations au sujet de notre programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie, et merci à tous nos intervenants aujourd'hui. Nous allons maintenant ouvrir aux questions. La première question sur notre liste est venue de Abir Arbi pour Monica. Comment est-ce la décision de procéder à la plantation dans une zone donnée est-elle prise? Est-elle basée sur une évaluation déterminant que la régénération naturelle est peu probable? Comment pouvons-nous déterminer que la régénération naturelle est peu probable et quelles mesures peuvent être prises pour assumer la persistance et le succès à long terme de la plantation? C'est un 3 en 1, n'est-ce pas? Alors, premièrement, la première partie était à savoir comment est-ce que vous prenez la décision de replanter une zone ou une autre? Il y a quelques facteurs. Premièrement, nous avons des orientations de la part de la communauté, du territoire pour savoir, quelles sont les régions qu'ils veulent replanter. La deuxième partie de la question est que l'on essaie de se concentrer sur des zones où il y a le caribou de toundra. Donc, pour leur zone d'habitat d'hiver, il y a certaines zones qui sont utilisées plus fréquemment en ce moment à l'intérieur des zones historiques. Donc, on essaie d'être dans leur zone annuelle et éventuellement de se concentrer ou de cibler, les zones hivernales les plus utilisées par le caribou. La troisième chose, parce qu'une si grande part du territoire est si éloignée, on essaie de travailler plus près de certaines communautés parce qu'il est difficile, n'est-ce pas, d'établir un camp de, plantation d'arbres un peu au milieu, dans des secteurs, très, très, très éloignés, n'est-ce pas? Ça peut devenir très difficile. L'autre aspect, lorsqu'on demande si c'est basé sur une évaluation déterminant que la régénération naturelle est peu probable. En ce qui a trait à cela, il y a certains aspects. Premièrement,
Il y a une grande histoire dans les territoires du Nord-Ouest de coupes industrielles, donc que le type d'information que l'on a généralement en Colombie-Britannique n'est pas disponible dans les territoires du Nord-Ouest et l'information que l'on utilise généralement pour ces évaluations n'étant donc pas disponible et en plus, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails lors de ma présentation, mais selon ce que je comprends, toute la science autour de ces changements de la végétation suite aux incendies de forêt, comme le changement des écosystèmes qui se régénèrent suite à ces feux de haute intensité à répétition et selon ce que j'en comprends, car je ne suis pas scientifique, mais selon ce que j'en comprends et que l'on voit des changements dans les régimes, de d'incendie de forêt. Nous avons eu des années d'incendies de forêt de bien plus haute intensité et très peu d'études ont été faites pour dire voici les sites où la régénération naturelle n'aura pas lieu. Il y a certaines études qui ont été faites, mais qui ne se sont pas traduites directement en outils de gestion parce que l'industrie forestière n'est pas aussi importante dans les territoires du Nord-Ouest que dans d'autres régions du pays. Merci beaucoup, Monica. Une autre excellente question d'Abir Arbi pour Floyd. Comment croyez-vous que la coupe d'arbres suite aux incendies de forêt influence la régénération? Nous n'avons pas coupé après un incendie de forêt. Ceci n'est pas quelque chose que l'on fait dans notre région, mais lorsqu'un incendie a lieu, c'est assez incroyable. Car toutes les plantes, brûlent et deviennent des éléments nutritifs pour le sol. Nous avons eu un incendie autour du mois de mai l'an dernier, très tôt dans le printemps et au mois de juillet, lorsqu'on se promenait dans la zone, le sol était déjà très vert et rempli de plantes. Alors, il est incroyable de voir la vitesse à laquelle les plantes, régénèrent suite à un incendie. Nous ne coupons pas les arbres suite à un incendie de forêt, mais je sais que les personnes vendent du bois et ils coupent généralement le bois 3 ou 4 ans après l'incendie et il sache très bien, c'est un bois, sale d'une certaine façon. Alors lorsqu'on le coupe, on doit aiguiser nos scies électriques, nos scies mécaniques bien plus souvent qu'avec d'autres arbres. On voit très bien le retour de la végétation suite aux incendies. Nous ne faisons pas de coupe d'arbres immédiatement suite à un incendie. Mais c'est quelque chose que l'on pourrait, prendre en compte, mais il faut voir la viabilité en termes du retour sur les efforts. Dans notre communauté, nous sommes vraiment des entrepreneurs et on n'aime pas y mettre des efforts inutiles. Je sais que lorsqu'il y a un incendie près de notre communauté, ce bois peut être utilisé ensuite pour, du bois de chauffage et cela crée une certaine économie, mais je ne suis pas certain que le retour sur l'investissement vaut la peine. Nous sommes un peuple de traités et nous perdons tous les animaux dans ces circonstances et ça prend une dizaine d'années avant de revoir la faune revenir suite à un incendie de forêt. Et nos meilleures opportunités de chasse, comme la chasse à l'orignal, sont dans les jeunes forêts, les forêts d'environ 10 ans. Nous croyons que
Les incendies de forêt peuvent être positifs, jusqu'à un certain point, car ils créent une zone où la faune reviendra pendant un certain temps suite au feu et après, une fois que la forêt passe à être plus vieille, on il n'y a pas autant d'orignaux comme lorsque l'on a une forêt de conifères, de plusieurs années. Nous ne coupons donc pas les arbres suite à un incendie de forêt comme d'autres le font. Merci Floyd. Tout en modération, incluant le feu, n'est-ce pas? Incluant les incendies. La prochaine question est pour Mélanie, d'un participant anonyme qui a peut-être manqué l'information dans votre présentation, qui voulait savoir quelles sont les espèces d'arbres que vous plantez et pensez-vous à planter une plus grande diversité d'arbres pour faire face aux conditions des changements climatiques? Oui, c'est une de nos priorités dans nos plantations et de planter une diversité d'espèces pour augmenter la résilience des forêts, mais également au gouvernement de la Colombie-Britannique, nous avons des outils pour la sélection de semences qui vont mieux s'adapter au changement climatique dans une zone spécifique, analysant qu'est-ce que sera le climat dans le futur. Nous avons un minimum de 13 espèces différentes que nous plantons, mais j'ai entendu certaines personnes dire 22. Mmh, et je ne sais pas si vous voulez que je vous lise la liste ou même si je pourrais le faire. Nous avons commencé à ajouter certaines plantes autochtones. Nous allons, probablement en ajouter, cette année et définitivement pas seulement des conifères. Nous avons entre autres planté, cette année commencé à planter, différentes, espèces locales. Une autre question d'un participant anonyme pour Monica. En comprenant les territoires d'hiver du caribou, jusqu'à quel point est-ce que les connaissances de la communauté ont été importantes pour comprendre la dynamique? Comment est-ce que l'incorporation des connaissances autochtones à la science occidentale a fonctionné dans ce projet? Oui, alors, préalablement à ce projet, selon ce que je comprends, il y a eu beaucoup de collaboration entre Kitcho et les gouvernements du territoire du Nord-Ouest pour, l la planification des territoires du caribou. Et il y a le groupe, de Bathurst et d'autres et ensuite plusieurs autres groupes du caribou, mais les gouvernements, heu, Kitcho et d et des territoires du Nord-Ouest ont fait une analyse, des territoires traditionnels du caribou et ceci était basé sur, les connaissances traditionnelles et une analyse historique et comment les différentes zones sont utilisées pour les différents cycles de vie du caribou et une grande partie de cela nous est venue de l'information de la communauté, des observations des chasseurs ainsi que des chercheurs. Et en plus de cela, il y a, les programmes des gardiens et ceci fait partie du suivi continu de la santé des caribous. Il y a
tout un travail qui se fait entre les gouvernements Klitschko et des territoires du Nord-Ouest pour amener toutes ces connaissances ensemble et on utilise tout le travail qui se fait à tous les niveaux, autant que possible, dans le travail que l'on fait. Merci. Nous avons le temps peut-être pour une question de plus ou 2. Donc, d'un autre participant anonyme pour Monica et Floyd, mais je vais poser la question à Floyd. Vous avez mentionné la formation des membres, des sessions de formation pour les membres de la communauté. Est-ce que c'est surtout pour que les jeunes apprennent à planter des arbres ou est-ce qu'il y a d'autres rôles pour les membres de la communauté? La façon dont notre programme est établi, c'est le programme Blue Green, donc les personnes qui font l les gestionnaires de la compagnie offrent la formation. Donc, nous amenons des membres des différentes communautés à cet endroit et le projet Blue Green offre la formation aux personnes intéressées de façon à ce qu'ils soient prêts à planter des arbres dès la fin de la formation. Nous offrons nous Fournissons donc les ressources humaines, les personnes et la logistique pour le transport des personnes et ce sont les personnes en charge du projet Blue Green qui offrent la formation. Merci Floyd. Une dernière question pour Mélanie. Est-ce que le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique travaille avec d'autres ministères professionnels? Et je me demande quelles sont les possibilités de collaboration pour les emplois, la création d'emplois et le tourisme, et cetera. Oui, nous travaillons de très près, en particulier avec le ministère de la gestion, heu, de l'eau. Nous avons une partie du programme de 2 milliards d'arbres qui est autour de la restauration. Nous et nous sommes toujours ouverts à travailler avec d'autres ministères. Je sais que lorsque l'on avait l'initiative sur la captation de carbone, nous avons travaillé avec le ministère du Tourisme sur la plantation de différentes zones. Nous sommes toujours très heureux de travailler sur la création d'emplois. Nous travaillons avec l'association des s entrepreneurs de la construction de l'Ouest. Il y a différentes possibilités d'emploi. Je sais qu'au niveau des évaluations, nous avons besoin de plus, de personnes pour les évaluations également pour la plantation d'arbres. Lorsque j'étais plus jeune, il y avait plus de personnes intéressées à planter des arbres que maintenant. Ça devient de plus en plus difficile et une fois que nous avons la main-d'œuvre, de les garder est également très difficile. Il y a également un grand besoin d'arpenteurs. Floyd, est-ce que je vous avais coupé? Non, non, c'est simplement que je voulais dire quelques mots sur le caribou. Nous travaillons dans une région où il y a des milliers de caribous et les caribous dans notre secteur, nous les utilisons pour nos chasses traditionnelles et nous avons une très bonne compréhension du caribou. Et un peu comme un fermier a ses animaux, c'est un peu comme nous. Nous connaissons les troupeaux ici, nous savons où ils voyagent, nous connaissons leur chemin et où ils vont donner naissance à j'ai participé également à plusieurs conférences sur la faune et j'ai entendu des experts parler de la foresterie lorsqu'on fait de la coupe à blanc d'une région. On nous dit que le caribou ne revient pas. Eh bien, si vous brûlez une zone, c'est la même chose. Le caribou ne revient pas avant plusieurs années. Je sais
que les caribous sont dans certaines zones, ils vont là où sont leurs aliments. Au printemps, on peut aller voir les jeunes caribous car ils sont sur les îles. C'est là où les femelles vont pour, donner naissance. Pour maintenir la santé de la population, on essaie, de repousser les prédateurs, les loups, les ours et cetera parce que, ceux-ci ont des effets importants sur, la population de caribous et je sais il y a une personne, un professeur qui parlait de tous ses diplômes et de ses connaissances sur le caribou et il a déclaré que si on fait la coupe à blanc d'une zone de forêt, le caribou ne reviendra pas. Cela peut être vrai, mais ça dépend de la saison où l'on fait la coupe. Si on fait la coupe en hiver, où cela n'a pas d'effet sur le lichen, les caribous reviendront de toute façon. J'ai des vidéos, plusieurs vidéos et c'est ce que j'ai montré à ce professeur. J'ai dit: «Écoutez, votre déc ce que vous dites n'est pas vrai parce que voici tout un troupeau, qui est revenu. Nous avons coupé les arbres en hiver et non pas en été». Et les caribous sont revenus et ils sont venus en fait, où j'étais. Ce n'est et ça a été circulé et je dis: «Vous habitez dans les villes, vous ne voyez pas la nature sur le terrain». Je travaille, je suis vraiment dans la nature. On pourrait en écrire des livres et cetera, mais on ne le fait pas. On vit comme on l'a toujours fait. Nous vivons entre les arbres, nous respectons le territoire, nous comprenons ce qui arrive. Nous sommes toujours disponibles pour partager nos connaissances traditionnelles du territoire. Et ça fait toujours plaisir ou c'est toujours un peu drôle pour nous de voir, des personnes de la ville qui deviennent des professionnels de la nature et qui ne savent même pas ce qui arrive, en fait, sur le terrain parce que toutes leurs connaissances se sont basées sur des livres, alors que mes connaissances sont basées sur mon expérience sur le territoire et les connaissances ancestrales traditionnelles qui nous sont partagées depuis des milliers d'années sur notre territoire et nous appliquons toutes ces connaissances à notre gouvernance, à nos politiques gouvernementales. Tout cela est basé sur, des connaissances ancestrales que l'on ne peut pas apprendre dans des livres. Merci. Merci d'avoir partagé votre expérience et définitivement, lorsque l'on parle de la de la régénération suite aux forêts, nous ne pouvons pas avoir un seul modèle. C'est une approche adaptative. Ce qui peut avoir fonctionné dans le passé ne fonctionne peut-être plus. La Société pour la restauration écologique établit 8 principes de base pour restaurer le territoire suite aux incendies. Ce cadre inclut la participation des communautés autochtones, d'utiliser les termes de référence, se base sur des indicateurs mesurables, mmh, qui peut maintenir
Sa valeur lorsqu'il, s'est étendu et s'inscrit dans un plan intégratif plus large d'activités de restauration. Les décisions de gestion que nous prenons pour les terres après les incendies de forêt dépendent de divers facteurs et il est important que nous ayons ces conversations. En savoir davantage sur cette pratique renforcera la confiance nécessaire pour prendre ces décisions cruciales. Merci encore à Monica, Floyd et Mélanie d'avoir si généreusement donné votre temps et partagé votre expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans les prochaines semaines, nous aurons les enregistrements sur notre centre de connaissances. Voici où vous pouvez le trouver. Vous pouvez aller visiter notre site web si vous avez des questions et tous les différents enregistrements seront disponibles en français et en anglais. Nous espérons que vous puissiez aller nous suivre sur le site web et que vous nous ajoutez et nous suivez sur LinkedIn également. Merci beaucoup et bonne journée.